Bonjour à tous et surtout, bonne année. On est ravis de vous retrouver en cette année 2020 pour une année riche en basketball, en NBA et en actualité. Erwan, comment vas-tu? Ça va très bien. Bah, Écoute, Ah non, c'est pas... c'est pas la première vidéo qu'on espérait faire cette Tout saison, à fait. mais écoute, il en est ainsi. Puis il y a surtout un bel hommage à rendre à David Stern et plein de choses à raconter. Tout à fait. Vous avez bien compris qu'aujourd'hui, nous faisons une spéciale David Stern, l'ancien commissionneur de la NBA, celui qui a tout changé pour la grande ligue américaine que nous aimons, est donc décédé la semaine dernière, il y a quelques jours. Et donc, nous devions faire cette vidéo pour montrer combien cet homme a été hyper important dans l'évolution de la NBA. Alors, on reviendra avec des news beaucoup plus joyeuses dès la semaine prochaine, dès lundi. On parlera évidemment du All-Star Game et ainsi de suite. Il y a plein de choses qui vont arriver, dont le match à Paris entre Paris. Milwaukee et Charlotte qui arrivera puisque c'est le 24 janvier, ça va arriver très vite. Mardi, il y a émission avec Nicolas Batum, hein. On croise les doigts, absolument, Normal. Erwan. On vous confirme ça sur les réseaux sociaux, mais a priori, on fait donc la Il était très troisième. chaud, hein. Il est très chaud. On le salue, il m'a envoyé plein de messages. C'est quand la prochaine émission? Donc voilà. Tout à fait. Donc, revenons sur notre David Stern, qui est donc décédé le 1er janvier 2020, c'est incroyable, d'une hémorragie cérébrale. On savait qu'il était dans un coma depuis quelques jours à l'hôpital, Une et dizaine de donc jours. Ouais. une dizaine de jours, et donc malheureusement, il a donc succombé. On va revenir en long et en large sur une vie et une carrière tout à fait exceptionnelles, puisque lui, l'enfant d'épicier new-yorkais, est devenu avocat dans l'un des plus grands cabinet du monde. Si je dis une bêtise, Paul va me reprendre, mais c'est Proskauer Rose. On est d'accord, Polo? C'est ça, il me dit, donc un des plus grands cabinets qui gère la plupart des ligues américaines. Polo, il a fait ses stages là-bas, pour ne rien vous cacher, donc pour vous dire combien l'entreprise est importante. Il est donc avocat, il commence à travailler avec la NBA dès 1966, où il travaille encore dans le cabinet, donc ils sont en étroite collaboration, avant d'intégrer à 100% la NBA en 1978. Il en devient le vice-président. Quand il commence à travailler avec la NBA en 66, eh bien c'est surtout pour intégrer de nouvelles franchises venues de la défunte ABA pour faire une seule ligue professionnelle à l'époque, puisqu'on se rappelle qu'il y avait la NBA et la ABA qui étaient en concurrence. Tout à fait. Donc voilà, pour le petit récap, il arrive donc en tant que commissionnaire, et c'est là que ça devient vraiment très important, en 84. Pour nous tous, qu'est-ce que c'est David Stern? Eh bien, c'est évidemment chaque année lors de la draft, with the first pick, par exemple, les San Antonio Spurs vont sélectionner Tim Duncan. C'est pour nous tous fans de basket, c'est la première chose auquel on va penser en pensant à lui. Ouais, et on a vu d'ailleurs tous les joueurs qui lui ont rendu hommage ont mis des photos du soir de leur draft où ils serraient la main avec la casquette de leur nouvelle franchise. Donc là, on voit tout ça au fil des années. Et ouais, c'est vrai que David Stern, les premières images qu'on a de lui, c'est quand il est sur cette estrade à appeler les joueurs qui deviennent pros ce soir-là. Et il y avait aussi cette signature sur les ballons. Tout à fait. Yann Kodjolan a mis un tweet avec ça en disant c'est vrai que sur tous les ballons avec lesquels on a joué brandé NBA, il y avait la signature de David Stern. Jusqu'à celle de Adam Silver, c'est pas le même. Adam Silver, maintenant, on regarde quelques images. C'est vrai que, évidemment, toutes les plus grandes stars sont donc passées entre ses mains sur cette estrade. On voit Kobe, on voit aussi l'évolution vestimentaire entre les époques. Il est resté donc 30 ans à la tête de la NBA. Et lorsqu'on pense à la NBA aujourd'hui, on pense à une ligue majeure, mondiale, florissante, pérenne, exemplaire. Mais quand il arrive pour aider cette ligue à se développer, eh bien, ce n'est pas ça du tout, mon cher Erwan. Non, c'est une catastrophe, hein, la NBA, quand il récupère ça, David Stern en 84, c'est-à-dire que toutes les années 70 et le début des années 80 sont marqués par une ligue de cassos un petit peu, d'énormes problèmes de drogue, de gros problèmes de racisme aussi. Et c'est ces deux problèmes-là, la drogue et le racisme, sur lesquels va s'attaquer tout de suite David Stern. Il met des sanctions assez rigides et il fait des exemples. Et l'exemple notamment de la drogue, c'est Michael Richardson qui fera exil en France et qui sera champion de France avec Jacques Monclar et Antibes notamment. Ouais. Mais Michael Richardson, qui était un All-Star, qui était un super joueur avec les Nets, notamment, qui sera suspendu à vie. En fait, par David Stern. Il fait un exemple avec Michael Richardson. Ils se sont revus. D'ailleurs, plus tard, je me suis assis à côté de lui et je lui ai dit qu'il m'avait sauvé la vie. Ses yeux sont devenus brillants. C'est le gars qui a mis fin à ma carrière, mais je lui en veux même pas. Et depuis, nous nous entendons bien. Donc voilà, donc Michael Richardson qui avait un vrai problème de drogue, mais c'était pas le seul.
C'était pas le Il seul. paraît qu'on parle de 40% des joueurs de la Ligue qui étaient à fond dans la coke. Voilà C'est clairement ce qui se passait. Et puis il y avait des bagarres terribles. On se souvient de Kermit Washington qui met une énorme droite à Rudy Tomjanovic qui est à 2 doigts de le rendre borne. Donc c'est une ligue. Voire mort, voire mort, ouais. Voire mort, ouais. Ouais. Donc il y a beaucoup de problèmes de violence, de drogue et donc de racisme. Les salles sont pas pleines et c'est une ligue qui a une très très mauvaise image et qui a énormément de retard par rapport aux ligues que sont la NFL, le baseball ou autres. Tout à fait. On va regarder un petit tableau. On a fait un récap de tous les changements majeurs qu'a fait dans l'histoire donc David Stern. Et regardez, il y en a des tonnes. Alors donc, ça commence évidemment avec la fusion NBA et IBA. Le salary cap, on va y revenir. La loterie pour la draft. La Dream Team en 92. La WNBA en 96. La D-League. Le dress code et donc le passage de la NBA de 24 à 30 franchises. On va essayer de parler de tous ces moments majeurs qui ont permis à la NBA de devenir ce qu'elle est. Erwan, est-ce qu'il y a un truc, parce que maintenant qu'on a fait l'état des lieux d'une ligue catastrophique, on va expliquer comment il a réussi à faire devenir la NBA ce qu'elle est aujourd'hui. Un visionnaire, il avait un plan dans sa tête. Il savait ce qu'il voulait faire. Tu fais pas tout ça en disant tiens, en te levant le matin en disant tiens, je vais faire ça. Je pense que c'est quelqu'un qui avait une vision globale des choses. C'est un bâtisseur. Alors avec beaucoup d'autorité. De toute façon, je ne crois pas que tu puisses construire des choses comme il l'a fait en demandant l'avis chaque fois à tout le monde. Donc c'était un autoritaire. Et il l'a montré quand quand il a dû le faire à chaque fois, quand il a dû taper du poing sur la table. Il l'a fait et je pense que les gens concernés s'en souviennent encore. Mais c'est un mec qui avait une vision globale et c'est exactement ce qui se passe. Donc il a fusionné d'abord la NBA avec la IBA. Il y avait 2 ligues et il sait que pour exister, pour régner, on ne peut pas être 2 comme ça. Donc il a fusionné, ça c'est évidemment, ça a continué à s'appeler la NBA. Il a récupéré les stars de l'époque de la NBA, dont Dr. J, Julius Erving, qui est devenu donc une star ennemie, mais avant ça, c'était quand même une légende de la NBA. Le salary cap, parce que on rappelle que les franchises perdaient énormément d'argent. Et si ça continuait dans ce sens-là, tout le monde aurait mis la clé sous la porte. C'était pas non plus le but. Donc il a mis un salary cap. Pour rester sur le salary cap, il fallait trouver un modèle économique, évidemment. Tu l'as dit tout à l'heure, les salles n'étaient plus pleines, les franchises perdaient de l'argent. Alors aujourd'hui, ça paraît complètement fou parce que les franchises valent des milliards et qu'ils ont réussi à trouver un modèle économique et donc un équilibre pour toutes les franchises. On sait que s'il y a une équipe qui perd un peu d'argent, eh bien les franchises leaders vont donner de l'argent. Il y a des fonds et ainsi de suite qui ont été mis en place. Tout à fait, absolument. Et le salary cap arrive dans ce sens. Pour éviter de perdre de l'argent, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On limite les salaires. C'est aussi con que ça. C'est un truc qu'on ne connaît pas en Europe puisque les équipes, les clubs peuvent faire absolument ce qu'elles veulent. Mais on connaît le modèle de tous les ligues américaines, pardon. Eh bien, il y a un salary cap. Tu ne peux pas dépasser le salary cap et ainsi de suite. Et ça arrive donc à assainir clairement le modèle économique de l'époque. On continue avec la loterie qui est un peu dans le même esprit, l'esprit de donner plus de chances, de réduire de rééquilibrer les forces, les forces un petit peu. On se souvient, tu vois, les Cavs qui récupèrent Magic, des trucs comme ça. Voilà, en 85, il veut rééquilibrer les forces. Pat Ewing, hein. Et les premiers en bénéficiaient. Oui, à l'époque, la boule froide. C'est les Knicks. La boule froide. C'était une enveloppe. C'était pas une boule à l'époque. C'est la rumeur de la boule froide. C'était une enveloppe à l'époque. C'était fait. pas une boule. Mais oui, il paraît qu'il y avait donc cette histoire d'enveloppe froide qui disait que ça voulait dire que c'était les Knicks, donc on a tiré les Knicks. Pour récupérer Pat Ewing, qui était évidemment mais tu vois, le prospect numéro 1. Dans les côtés un peu sombres de David Stern, et forcément il y en a, eh ben, c'était dans ce côté, voilà, je veux bâtir, je veux que New York est une ville importante, je veux que les Knicks reviennent sur le devant de la scène, eh ben, je leur donne le numéro 1 de la draft, et c'était Patrick Ewing. Voilà, donc oui, il a un petit peu orienté, voire imposé certaines choses. Écoute, ça fait partie. Il n'y a pas un personnage non plus comme ça qui est lisse dans l'histoire. Il a bâti la NBA avec sa vision des choses. Absolument. On enchaîne avec l'âge d'or de la NBA, puisque donc pour assainir le modèle économique, on a compris comment il a fait, la loterie, le salary cap, mais pour redorer l'image de la NBA, il va s'appuyer sur 2 légendes qu'on connaît évidemment, c'est Magic et Bird. Il se sera servi de ces 2 hommes, de leur rivalité, de leur amitié aussi, mais de leur image hyper positive pour ramener le basket et donc le jeu au centre de la ligue pour ramener des gens dans la salle. David Stern, que sont tous les grands personnages dans le sport, à un moment donné, un peu de réussite. Et la réussite de David Stern, c'est quand il arrive en 84, c'est qu'il a une draft exceptionnelle de joueurs qui vont faire l'âge d'or de la NBA, et qu'en même temps, il y a 2 mecs qui se tirent la bourre déjà depuis la fac, qui se tirent la bourre sur leur début aussi à NBA, c'est Magic et Larry Bird. Et là, pour capitaliser là-dessus, entre le jeune Jordan qui arrive et ces 2 mégastars qui, en 2-3 ans, ont déjà pris le contrôle de la ligue avec
avec une rivalité Celtics-Lakers. Est-Ouest, il a tout, Voilà, ouais, bien sûr. Est-Ouest, il a tout bon, donc il a un peu cette chance-là. Et par contre, cette chance-là, on lui donne ça, il en a fait, Ouais, il en a fait, il a fait un mastodonte. voilà, il en a fait une histoire, un storytelling fantastique, et c'est tout à son honneur aussi. Grâce à Magic, grâce à Bird, on arrive donc dans les années les glorieuses en fait de la NBA, ce sont les années 90, et c'est par le biais de deux choses. La Dream Team d'abord, donc en 1992, c'est lui qui a cette idée. On rappelle qu'avant, aux Jeux Olympiques, on envoyait des joueurs amateurs, donc des collégiens. Jordan a gagné en 84, 4. ils ont gagné aussi en 88. Ils arrivent Non, en 92 et ils gagnent pas, pardon, puisqu'il y a, oui, on se souvient de cette histoire fantastique. Mais en 92, c'est lui qui dit bon, bah, faudra arrêter les conneries maintenant, on va renvoyer les stars, sachant que parmi toutes les omertas, il y a évidemment le dopage. Il a arrêté la drogue, mais le dopage en NBA, eh bien, c'est quelque chose dont on ne parle absolument pas. Et on sait que la Dream Team, pour aller au JO, eh bien, avait passé des accords pour justement ne pas avoir de contrôle Aucun antidopage. test antidopage sur nos amis de la Dream Team. Voilà. Bon, voilà. C'est un drôle quand tu négocies des trucs pour faire venir la Dream Team. Ils n'étaient pas au village. Alors il y avait deux choses. Ils sont pas au village olympique Ouais. et il n'y a pas de test antidopage. Bon. Je sais pas si tu n'as rien à te reprocher. Pourquoi tu veux pas faire de test? On n'est pas là pour juger. Mais en attendant, donc l'âge d'or de la NBA, la NBA qu'on connaît aujourd'hui, pourquoi le basket est devenu un sport mondial, peut-être le deuxième après le foot, hein, si on s'en bien ce complet, eh bien c'est grâce à la Dream Team, mais c'est donc grâce à David Stern. Ben oui, alors c'est David Stern. Il y avait aussi un Européen, il y a un excellent livre d'ailleurs, Dream Team, qui Tout à fait. s'appelle, c'est un Serbe, il me semble, je me souviens plus son nom, qui a aussi qui a eu cette vraie envie de ramener les stars américaines aux Jeux Olympiques. Mais c'est vrai que 92, c'est le départ de plein de choses. Jordan est à son apogée. C'est la fin de Magic Bird. C'est la fin de Magic Bird, et le fait que Barcelone 92, c'est en Europe, et ça éclabousse tout le monde. Ça donne l'année après, il y aura un match à Paris entre les Warriors et les Hornets, un match de pré-saison, et ça donne la Dream Team 92. Déjà, c'est la meilleure équipe de tous les temps sur le papier, et ça donne comment dire, une lumière sur le basket américain. Il marche sur tout le monde, c'est des méga stars, et finalement tout le monde se dit j'ai envie d'être ces mecs-là. J'ai envie d'être ces mecs-là. Oui. Et derrière, ça donnera les Tony Parker, les ainsi de suite. C'est le début de tout ça, quoi. Absolument, on se rappelle pour la Dream Team hein, des joueurs qui viennent prendre des photos avant les matchs. On se rappellera aussi de certains comportements limites. On pense à Charles Barkley, même s'il a peut-être été, mais il a été sûrement le meilleur joueur de l'équipe sur le tournoi. Mais on se souvient de trois attitudes cata, mais ce ne sera pas le premier. On se souvient aussi de Kevin Garnett à Sydney en 2000 qui avait été catastrophique. Parfois, il y a eu de légers débordements, mais il n'empêche que dans ces années-là, on aurait pu aussi imaginer que ce soit un petit creux, puisque en même temps, il y a Magic, le joueur préféré de David Stern, qui annonce sa séropositivité. Et lui est directement impacté par tout ça, puisque il perd, alors même si Jordan est déjà Jordan, il perd son flambeau aussi avec cette annonce. Ouais, bon, ça, après, ça fait partie des choses dans une carrière. Ben oui, ça a été un coup dur aussi pour lui, mais je pense qu'il l'a bien géré. Et je crois que le Jordan qui arrive très vite, quelque part, ça a permis de pouvoir embrayer sur autre chose. Absolument. Et puis, mine de rien, il s'offre un retour. Ils ont fait en sorte que le All-Star Game à Orlando en 92, et puis derrière qu'ils reviennent, qu'il ait une sortie un peu plus digne que comme ça, que ce coup de massue de dire je suis malade, je m'en vais. Ben voilà, il a Ils ont réussi à écrire une histoire. Il a encore réussi à bien faire les choses. Ce qu'on explique très bien dans le documentaire des Lakers d'ailleurs. Absolument, tout à fait. On vous invite à cliquer. Vous avez beaucoup apprécié ce petit documentaire qui sera, on espère, pas le dernier d'une longue série. On continue avec justement les années 90, l'âge d'or et Michael Jordan forcément, et le fait que la NBA devienne internationale par le biais de Michael Jordan. Par le biais de Michael Jordan, ouais. Il y a l'Open McDonald's qui prend. Il y a de plus en plus de matchs avec notamment l'URSS, notamment au début des années 90, il me semble, ou fin 80. Il y a l'Open McDonald's, pour ceux qui s'en souviennent, Oui, à Bercy, Paris, à Bercy. Il y avait aussi après les Rockets qui étaient venus jouer à Londres. Donc voilà, on commence petit à petit. Il y a de plus en plus de matchs de pré-saison avec des équipes européennes. Donc voilà, on est clairement dans cette mondialisation. Ensuite, plus tard, il y aura la Chine, évidemment, et l'Asie qui sera touchée. Mais voilà, cette vision-là aujourd'hui, si on peut voir un match à Paris en janvier aujourd'hui, si on pouvait certains ont pu aller à Londres, certains ont pu voir des matchs de pression à Madrid, à Barcelone, à Milan. Mais c'est parce que ce mec-là s'est dit, la NBA, je veux que tout le monde puisse la voir. Il a capitalisé sur l'image de Michael Jordan aussi. C'est une Mais réalité. Mais il fallait le faire. Ne pas le faire aurait été une erreur incroyable. Quand tu as un mec comme Michael Jordan, qui est peut-être le meilleur sportif de tous les temps, de tous les sports, au bout d'un moment, tu es obligé de capitaliser. S'il ne l'avait pas fait, ça aurait été une grave erreur. Encore une fois, visionnaire, notre ami David Stern. De toute manière, c'est un peu le mot qui va revenir, visionnaire et autoritaire, vous verrez, puisque dans les années 2000, il s'est passé plein d'autres trucs. Les années 90, tu dis que c'est l'âge d'or. Oui, c'est l'âge d'or parce qu'il y a des stars, parce qu'il y a une rivalité incroyable entre pas mal d'équipes. Mais en même temps, c'est une décennie de basket très âpre, très dur. Les Bad Boys de Détroit, par exemple,
il kiffait pas. Il kiffait pas ça. Et il a réussi, mine de rien, en 15 ans, avant de partir, Transférer vers, à transférer le vers un spectacle. basket un peu plus clean, où les Bad Boys de Détroit, on n'en voit plus des équipes comme ça. Les Knicks de Pat Riley, on n'en voit plus trop des équipes comme ça. Et ça me fait penser à cette bagarre entre les Bulls et les Knicks en playoff, où David Stern est dans les en tribunes. 94. Ouais. Il a le regard noir. Bah, c'est une des images fortes de David Pas Stern. 94, 92. Tu crois que c'est 92? 94, il n'y a pas de Jordan. Il a la Ouais, retraite. peut-être 92. Oui, ça se tire en même temps. Ouais. Mais c'est vrai que c'est une des images les plus fortes de David Stern où on est quand même dans un match de play-off où, comme souvent, les commissionnaires sont dans les tribunes et avec une caméra fixée sur eux et on voit son regard et là il se dit waouh. Regard noir du proviseur Ouais. qui voit une bagarre générale dans sa cour et qui sait qu'il va convoquer des mecs dans le bureau. Tu vois. Le burlingue, en plein dans le burlingue, absolument une des images les plus incroyables. On va vous mettre le lien dans la description parce que celle-là, elle est complètement ouf. On va remettre le petit tableau, s'il te plaît, mon polo, pour continuer à défiler ce qu'il a fait de très bien au sein de la NBA. On a vu donc la WNBA qui a été créée en 96. Ça fait partie de l'expansion du basket américain, tout simplement, parce que aujourd'hui, la WNBA est quelque chose dont on a tout à fait l'habitude. Pendant l'été, pendant la période morte de la NBA, les filles prennent la place. Mais à l'époque, ça reste des choix couillus. Et surtout qu'au tout début, avec Elisa Leslie et ainsi de suite, il y a eu un vrai engouement autour de la WNBA. Là aussi, il a vu quand même certains potentiels. Cheryl Swoops à l'époque, tout ça. Tout à fait. Il y avait des vraies stars du basket féminin qui ne pouvaient pas évoluer dans un championnat national aux États-Unis. Et donc, alors en 96, c'est quand même mini. Moi, je me souviens, en 98, j'ai la chance d'aller à New York et j'avais ramené un maillot des New York Liberties à ma copine de l'époque. Ça m'a fait marrer. Qu'elle a évidemment brûlé. Non, peut-être avec tous mes souvenirs d'ailleurs. Mais c'est ce que l'avocat avait dit en tout cas. Mais voilà, et la WNBA, je trouve que maintenant, les joueuses aujourd'hui, 20 ans, ouais, presque 30 ans après, 20 ans après, eh ben, il y a certaines filles qui ne vont plus jouer en Europe et qui ne vivent que de la WNBA. Je pense notamment à Elena Della Donne. Tout à fait. Donc voilà, pareil, c'est encore une ligue qui est aussi là aussi en pleine évolution. Tout à fait. Il y a Polo qui m'envoie un message. David Stern a beaucoup soutenu Magic, absolument. Ah oui. À un moment charnière où on sait que le sida n'était pas. Il y avait beaucoup. Disons que regardez le film Philadelphie et vous comprendrez combien c'était compliqué pour les gens touchés de cette maladie de vivre. On voit des policiers avec des masques et ainsi de suite. C'était très compliqué. David Stern, évidemment, a énormément soutenu Magic Johnson. On enchaîne avec un autre gros morceau donc, de la carrière de David Stern, ce sont les années 2000, et l'arrivée du style gangsta, en fait, tout simplement, au sein de la NBA. La NBA est une ligue jouée par des joueurs qui viennent du ghetto. C'est-à-dire, on va pas se mentir, c'est pas un reproche, loin de là, mais c'est une vérité. C'est que les mecs vont à la fac de moins en moins, restent de moins en moins en tout cas. Et Ils sont peu éduqués, donc. Et c'est des mecs qui arrivent du ghetto dans des conditions sociales et familiales très très compliquées. Iverson en est l'exemple. Rachid Wallace en était l'exemple aussi. Et c'est des mecs qui arrivent avec leur style du ghetto. Et David Stern, il veut pas ça. Il veut pas que sa ligue soit à l'image du ghetto, en fait. Ouais, soit l'image du ghetto. Et donc, il impose ce dress code-là, parce qu'on voyait les Rachid Wallace, les Iverson arriver en baggy, avec des signes, des trucs de gang. Et il ne pouvait pas accepter ça. Il pouvait pas accepter ça. Donc, il a dit dress code. Donc, et aujourd'hui, regarde comme c'est là que quelque part il est bon. Donc au début le dress code c'est costard obligatoire. Mais ce qui se tient en vrai. Voilà, ce qui se tient. En vrai, bon. Non mais ce qui se tient. Un joueur NBA, costard obligatoire. Certains préféraient même prendre des amendes plutôt que. Mais il est rentré dans un conflit avec les joueurs et à cette époque-là les joueurs ils kiffent pas du tout David Stern. Non, c'est clair. Il y a un vrai désamour. Il y a une rupture entre les joueurs et David Stern. Il n'empêche qu'aujourd'hui il y a les matchs NBA, mais qu'est-ce qu'on attend avant les matchs NBA? C'est que les mecs arrivent avec leur look. Tout à fait. Et aujourd'hui, c'est aussi ça, les enfants du dress code, c'est ça. C'est les Westbrook, c'est les Harden qui aujourd'hui, l'arrivée des joueurs dans les salles est un spectacle parce qu'on a mis le dress code aussi. Absolument. Polo, tu peux la remettre cette image parce qu'elle est assez incroyable pour montrer ce qu'était le dress code qui est arrivé en 2005. Finalement, c'est assez tard. Hein. Moi, tu sais, dans ma tête, je l'imaginais en 2002-2003. Finalement, non, c'est arrivé plutôt tard. Alors donc, pas de chaîne, pas de pendentif, pas de médaille comme on voit là, Iverson ou LeBron. J'adore parce que Tim Duncan qui vient dans l'histoire, c'est lui, c'est pas le problème, c'était pas Gangsta Rap, hein, son flow. On enchaîne avec pas de lunettes de soleil à l'intérieur. Ok, très bien. Pas de chapeau, en fait, quel qu'il soit, donc des bandeaux, pas de maillot, pas de maillot, sauf si c'est donc approuvé par une équipe, donc un truc très très précis, et donc pas de headphones aussi. On est quand même dans les trucs du collège. Tu parlais du proviseur tout à l'heure. Ça, j'ai l'impression qu'on a vécu ça, nous, quand on était au collège, tu vois. Ils ont dû avoir une haine, les mecs. Ouais, c'est clair. En fait, imagine, tu t'habilles d'une certaine manière pendant 15 ans, et du jour au lendemain, on dit non, tout ce que tu as fait là, c'est mal, tu vas plus jamais le faire, tu vas venir en costume.
Sachant que c'est des gars qui, quand tu mets ton costume, c'est le jour de ton mariage. C'était sa ligue. Il voulait pas que ça ressemble. Il voulait pas de ça. Voilà. Il voulait. Et honnêtement, ça peut se comprendre. Alors, ça fait très proviseur, ça fait très. Mais il voulait pas que ça parte dans les excès. Et l'histoire lui montre que finalement, sa manière, son autorité a amené les choses à. Je pense que s'il avait été un peu plus laxiste sur certaines choses, peut-être que ça aurait donné. Je suis désolé, une image, des sponsors, on sait qu'il y en a NBA qui mettent du pognon. Ils n'ont pas envie de mettre du pognon par des joueurs représentés en baggy, ghetto, gangsta. Ça peut se comprendre. Et aujourd'hui, ben, il a fait de cette ligue une ligue où les sponsors ont envie d'être à côté du logo NBA. Voilà. Et c'est ce genre de décision qui fait qu'aujourd'hui, ben ouais, les sponsors, ils veulent les sponsors de la NBA les yeux fermés. Absolument. Il a été droit dans ses bottes. Il a été aussi droit dans ses bottes lorsqu'il a fallu, condamner les joueurs après d'immenses bagarres. Évidemment, on pense à la bagarre du Palace d'Auburn Hills, donc entre Détroit et Indiana à l'époque. On en a très souvent parlé. Mais la force des sanctions est la preuve que David Stern n'était pas là pour rigoler. Pour rappel, Ron Artest, qui est dans notre petit documentaire, tout à fait. Hein, merci d'ailleurs, Meta, pour ces 30 minutes de bonheur que tu nous as servi, qui avait pris à l'époque donc toute une saison, enfin toute la fin de saison de suspension, 86 matchs, 5 millions de dollars d'amende. Stephen Jackson, 30 matchs. Jermaine O'Neal, 15 matchs. Ben Wallace, 6 matchs. Anthony Johnson, 5 matchs. Reggie Miller, Chauncey Billups, Derrick Coleman, Elden Campbell, David Harrison avaient chacun pris un match et des amendes. Mais on parlait à l'époque que de joueurs. Alors, c'était pas les superstars, mais c'était des stars. Il n'y a absolument rien à dire des deux côtés du terrain. Mais c'était bien la preuve que David Stern était là pour dire c'est moi qui tiens la barque. Et vos conneries, c'est fini, de toute manière. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'on voit beaucoup moins de bagarres. On voit des débuts de bagarres, on voit un point qui part, mais en tout cas, des bagarres de ce type-là, c'est fini. Non, c'est fini. Puis il y a eu la 13 Friol qui avait étranglé son coach aussi. Rien que ça. Qui avait été sanctionné de manière assez dure. Ça a été la plus grosse sanction avant la bagarre d'Auburn. C'était passé un petit peu avant. Attends, étrangler son coach, c'est quand même un niveau. À l'époque, il était au Warriors. Un monde pro. PJ Carlissimo, ouais. Donc voilà, donc il a toujours fait des exemples. Et on l'a dit en début de l'émission, avec Michael Ray Richardson, il a voulu faire un exemple. Et derrière, ensuite, pour d'autres raisons que la drogue, il a toujours fait des exemples et les messages passaient. Tu m'étonnes. Quand tu joues pas un match de ta saison, que tu prends 5 millions de dollars d'amende, eh bien, en général, ça te fait réfléchir. Un petit récap, s'il vous plaît, en régie, mon cher Polo, de toutes les petites choses qu'il a amenées. Le All-Star Game, on n'en a pas parlé. Le All-Star Game qui est devenu un All-Star Weekend. C'est vrai. C'est lui. C'est vrai, t'as raison. Le All-Star Game, on l'a pas mis. Bon, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses à mettre dans ce tableau, mais on peut rajouter que le All-Star est devenu le All-Star Weekend. Il a amené le Rookie Game, qui ensuite, voilà, toute l'évolution qu'on a vue sur ces 25 dernières années du All-Star Game, le concours de dunk, le concours à 3 points, c'est devenu un vrai week-end, un vrai événement. Alors, nous, en tant que mec qui regardons la NBA tout le temps, on est un peu saoulé parfois du All-Star Game. Il n'empêche qu'on ça reste une messe, mais ça reste une messe, il y a un moment important. Alors en coulisses, il y a beaucoup de business qui se fait pendant ce week-end aussi. Et voilà, c'est aussi la volonté, c'était aussi la volonté de David Stern de créer un vrai événement en milieu de saison et qui dure un week-end et pas juste un match comme ça. Très bien. Je regardais la NBA qui est passée de 24 à 30 franchises aussi. On se rappelle que dans les années 90. Charlotte Hornets, tout à fait. Miami Heat, les 2 franchises au Canada, l'internationalisation, elle était là aussi. Minnesota, je l'ai dit. Et puis ensuite, donc il y aura les Bobcats parce que les Hornets iront à Nouvelle-Orléans. Et ensuite, il remettra les Bobcats qui iront à Charlotte. Ensuite, bref, on connaît l'histoire. Donc voilà, 23 à 30 franchises aussi. Ouais. Il sera aussi celui qui aura mis un veto sur le trade de Chris Paul aux Lakers en 2012. On sait que ça aurait pu complètement changer la phase de l'histoire. On sait juste qu'à l'époque, les Hornets étaient détenus par les NBA, donc détenus en tant que propriétaires, et donc ce trade leur paraissait pas équitable. Et donc il y avait Pogazol, il y avait Lamar Odom, il y avait pas mal de stars dans ce lot, rien que ça. Et finalement, ils avaient mis leur veto. Alors souvent, c'était un vote des propriétaires qui trouvaient que c'était déséquilibré. Est-ce que quand tu penses à toute sa carrière, tu as quelque chose de négatif à penser sur David Stern? Je pense qu'il y a eu des choses en sous-main. On va penser à nos amis des Kings qui n'arrêtent pas de ressasser depuis 20 piges, depuis 20 piges presque maintenant, cette finale de conférence entre les Lakers et les Kings, où il y a un arbitrage, notamment sur le match 6, qui est quand même assez curieux, même aujourd'hui avec le recul. Il y a cette histoire de l'enveloppe froide pour les Knicks. Il n'y a pas de fumée sans feu. Maintenant, on n'est pas là non plus pour... Moi, je ne suis pas juge. Moi, ce que je vois, c'est que tous les grands hommes, tous les grands bâtisseurs, au bout d'un moment, oui, il y a des zones d'ombre. Alors oui, il y a des zones d'ombre autour de David Stern, mais j'ai l'impression, malheureusement, sans donner raison,
mais que tu vois, tu fais pas d'omelette sans casser des œufs. Bah, il est le parrain, en fait. Voilà, mais Il moi, il est le alors, parrain. tu sais, j'avais fait un sujet chez Bean où j'avais fait une partie où j'avais mis la musique du parrain et tout, Ouais. parce qu'il y a un côté, c'est moi qui commande. Ouais, Et ouais. si vous n'êtes pas content, vous allez voir que c'est moi qui commande. Et je crois qu'en revenant en arrière, il récupère une ligue, mon gars, c'est une ligue de cas sociaux, Bah, bien de sûr. mecs qui se foutent sur la gueule, qui se mettent des rails de coke avant les matchs. C'est une catastrophe, la ligue. Et au bout d'un moment, tu peux pas prendre ça et dire, bon, je vais y aller un petit peu par-ci, un petit peu par-là, tu es obligé, vram. Et puis après, ben oui, c'est des hommes de pouvoir. Et comme tout homme de pouvoir, eh ben, il fait les choses qu'il veut. Voilà, il a fait ce qu'il voulait. Il a surtout passé aussi le flambeau à un mec aujourd'hui qui fait le taf, qui est un peu plus souple, mais parce que Ouais, qui a une personnalité différente. voilà, et avec qui ça se passe bien, mais qui est quand même l'enfant de David Stern. Ah, Donc, absolument. Lui aussi, Adam voilà. Silver est avocat et a pris le flambeau. C'était lui, on se souvenait, pendant des années, qui faisait le deuxième tour de la draft. Donc sa tête, on le connaissait jusqu'au jour où il a été intronisé. D'ailleurs, on finira cette petite vidéo avec la dernière draft de David Stern. Il y aura Hakeem Olajuwon, il y aura Adam Silver qui viendra et il y aura les huées du public et les applaudissements aussi. On vous la laisse, ça dure 3 minutes. À la fin, ce sera juste pour le Ce qui kiff. est juste important de rappeler, c'est que, alors certains, j'imagine dans les commentaires, j'anticipe un peu parce que maintenant je vous connais bien, certains vont peut-être faire des comparaisons avec ce qui se passe à la FIFA ou autre. La NBA est une ligue privée, donc, Tout à fait. donc quelque part, ils font un petit peu ce qu'ils veulent. C'est pour ça que le dopage, Voilà. c'est pas une fédération. C'est ça. Donc, tu es sur autre chose. C'est-à-dire que si demain, les joueurs veulent plus y aller, c'est leur problème. Mais sauf que quand c'est une ligue privée, c'est quelque part, c'est dans le salon de quelqu'un. Et quand tu es dans ton salon, tu fais presque ce que tu veux. Et c'est une réalité, tu as raison de le rappeler. Pas les mêmes blagues dans ton salon que devant une caméra. En tout cas, on vous le conseille. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Mais c'est pour ça. Donc, moi, j'entends. Après, il y aura toujours des détracteurs, et c'est bien qu'il y ait des gens pour rappeler Tout à fait. que tout n'est pas si beau que ça, parce que je pense qu'effectivement, Il y a plein de choses qu'on sait pas. de toute des hommes manière. d'auto. Mais au final, le constat est qu'il a pris une ligue qui gagnait à peine. J'ai une stat, tiens. Ah, vas-y, ce juste en matin. En 30 ans, on rappelle qu'il Ouais, a pris en en 30 ans, 84. Donc, J'ai- 84-2014, c'est son règne en tant que commissionnaire Alors, de la NBA, regarde, notre ami. elle est- Je elle suis en train de est- elle est broder, là. hein, tu vois. La regarde. première année, la NBA, donc, quand tu prends la ligue, elle rapporte 165 millions de dollars. La dernière année de David Stern, elle rapporte 5,5 milliards de dollars. Sachant qu'elle Voilà. continue à. Et rappelons que ces gens-là, c'est un avocat quand même de base, David Stern, c'est des businessmen. Donc voilà, il a fait de cette ligue ce qu'elle est aujourd'hui. J'avais un débat sur Twitter avec Samir Amoudi qui lui me disait la NFL, mais la NFL n'a pas le côté international. Et n'a C'est la pas plus le- grande ligue Voilà. américaine, Mais il n'y a aucun doute. Il n'y a que mais des c'est- Américains qui jouent en NFL Bien à sûr. quelques exceptions près. La NBA a quand même une ouverture que la MLB, que d'autres Non, ligues bien n'ont sûr. pas. Voilà. Absolument. La NBA est la deuxième plus grosse ligue du monde si on la met après la Ligue des Champions. La Ligue des Champions est la première ligue sportive au monde, je pense. Et la NBA est premier ex aequo, deuxième. Tout le monde connaît la NBA autour de nous, nos parents, nos machins. Tout le monde en regarde un peu, en a regardé à un moment donné. Je suis pas Connais sûr un que- joueur. connaît un joueur. Je suis pas sûr que pour la NFL ce soit le cas. Il y a plein de gens qui ont jamais vu. Ma mon mère père- connaît Michael Jordan. Oui, elle connaît aussi LeBron James. Ouais, bah alors, ouais, je pense. Je pense qu'elle connaît LeBron James. Ouais, ouais. Après, son fils travaille a fait du basket. Donc, est-ce que c'est pas un peu biaisé, Erwan? Je sais pas. Non, mais bref, non, je Bref, sais pas. on n'est pas là pour ça, mais c'est pas grave. En tout cas, demandez autour de vous à ceux qui, vous pensez, vous ne connaissent rien au basket, et ben, je suis persuadé qu'ils connaîtront des stars. Plutôt que Tom Brady, on connaîtra Michael Jordan ou LeBron James. Pour finir cette petite vidéo, je voulais quand même qu'on finisse sur un qui suis-je. Allez, Alors, je vous pose la question. Qui est le dernier joueur appelé dans l'histoire de la carrière du monde de David Stern à la draft? Donc c'est en 2013. 2013. C'est donc le 30e choix de la draft, forcément, puisque le deuxième tour est annoncé par Adam Silver, on l'a dit. Ce sera dans la petite vidéo, mais je suis obligé de te faire un petit qui suis-je. Tu es prêt, Erwan? Vas-y. Alors, je clique sur ma petite vidéo. On est obligé de commencer l'année avec un truc, sinon ce serait pas bien. Je suis un joueur né le 16 juin 1991. J'ai 28 ans. Ouais, c'était en 2013, c'était pas si longtemps. Je suis drafté donc en 30e position par les Phoenix Suns. Je suis un meneur de jeu d'1m92. Ma carrière en NBA Archie Goodwin. est courte puisque je ne ferai qu'une seule saison en 2013-2014 aux Warriors de Golden State où je ne marquerai qu'un petit point. Oh, bah, merde. Je suis serbe. Ah, Ah, si, il joue à Malaga, putain. il ne joue pas à Malaga. Il en est tout pas cas. Non, mais après, il est passé par Malaga. Il est passé par Malaga. Il a joué avec Edwin. Tout à fait. Il a joué à Valence. Il a joué à Milan. Il joue à Milan. Un meneur de jeu serbe. Non, c'est pas Nemanja. Nemanja. Ah, je sais plus. Tu peux la voir.
Tu peux la voir. Il joue en Euroleague. Hein. Ouais, il joue en Euroleague. Il joue en Euroleague pour ceux qui jouent à la Fantasy Euroleague. Ah, je sais plus, il a vu du cul. Nedovic. Nedovic, bien joué. Oui, Nemanja Nedovic est donc le dernier joueur de l'histoire à avoir été appelé par David Stern. Alors celle-là, elle est quand même incroyable. Il pourra le mettre sur son CV. C'est vrai qu'il est au début des belles heures des Warriors. Mais bon, il y a de la concurrence. Pour le poste 1-2, il y avait du monde. Surtout en 2013-2014. Ouais. Oh la vache. Voilà, on a fait le tour sur la carrière de David Stern. On voulait absolument faire de cette vidéo-là pour faire un récap de nos souvenirs aussi, de son empreinte sur l'histoire du basket. On peut dire qu'il est introduit au FIBA Hall of Fame en 2016. Rien que ça. J'imagine qu'il a joué un rôle donc, dans la venue de la Dream Team, mais on l'a déjà dit il y a quelques minutes, donc je ne vais pas le répéter. Est-ce que tu as une dernière chose à dire, Erwan, pour clôturer cette petite vidéo? Non, voilà, qu'on a la chance finalement voilà, d'être passionné, de pouvoir travailler sur une ligue comme celle-là. Voilà. Et le seul regret on rappelle qu'il y a des mecs qui sont comme nous, qui aiment le hand, comme nous on aime le basket, et qui a quand même moins de choses à raconter. Ils ont la Lidl Star League, là, non? Ouais, très bien. Ça, il y a des promos en ce moment d'ailleurs. Le seul regret qu'on pourrait avoir, c'est qu'il n'aura pas vu ce match de saison régulière à Paris. Sachant que dans son imaginaire, il aurait aimé qu'un jour, il y ait des franchises hors Amérique du Nord plutôt, dans le monde, et pourquoi pas une à Paris. En tout cas, il le verra. Toutes les équipes jusqu'à la fin de l'année auront un petit brassard noir pour le maillot. Normal. Le rendre hommage, normal. Normal, puisque c'est lui aussi est une star de la NBA. On vous laisse dans cette petite vidéo avec une autre vidéo, donc on en a parlé. Le dernier appel en 2013 de David Stern à la draft. C'est une super vidéo que vous pouvez consommer, elle dure 3 minutes. Il y a Hakim, il y a Adam Silver et il y a donc le nom de Nemanja Nedovic. On se retrouve lundi. Salut à tous. Merci Erwan, merci Polo. Ciao. Ciao. This is exactly how David Stern should be greeted with his final first-round pick. Here's the commissioner. Stop it, you're ruining all the fun. With the 30th pick in the 2013 NBA draft, the Phoenix Suns select Nemanja Nedovic from Belgrade, Serbia. He last played for Lietuvos Rytas in Lithuania. This concludes the first round, my 30th first round, which is approximately 900 picks, and I want to thank the fans here in Barclays Center for your hospitality and enthusiasm. And let me say what a privilege it's been to do this for the last 30 years and to welcome the tremendous young men. So I'd like you to join me in welcoming the NBA Deputy Commissioner and the next Commissioner of the NBA, Adam Silver, who will conduct the second round of the 2013 NBA Draft. Wait, hold on 1 second. David, before you go, we have a very special guest here tonight. Your very first pick as Commissioner of the NBA, a two-time NBA champion, a league MVP, a Hall of Famer, and one of the NBA's greatest players of all time, Hakeem Olajuwon. It was a dream. He's wearing the tux. Just a dream. It was a dream. He still fits into the same tuxedo he wore in 1984. Thank you. Thank you. Congratulations. Thank you. You want to say anything? Well, Go ahead. I just wanted to, I wanted to be here to honor the commissioner as he announces his very last NBA draft picks. I'd also like to thank the commissioner for amazing 30 years and all of what he has done for the league and the players. Thank you so much. I'm very thankful.